Transfert thermique, on va s'intéresser au rayonnement thermique, après avoir vu la conduction et la convection, et les lois de la conduction et de la convection, on va s'intéresser au transfert thermique par les ondes électromagnétiques. Dans la première partie, on verra quelques généralités, et on va s'intéresser donc aux ondes électromagnétiques, faire des petits rappels, et voir le lien entre température et longueur d'onde, qui est un point essentiel pour la suite. Alors l'expérience du rayonnement, où tout le monde s'est mis près d'un feu et a ressenti la chaleur du feu. C'est pas par conduction, vous ne mettez pas la main dans le feu. Alors il y a de l'air bien sûr, il peut y avoir de la convection. Et d'ailleurs dans les fumées qui s'en vont, on a des pertes par convection. Et l'autre expérience du rayonnement que vous avez, si vous avez dans un environnement plutôt froid, si le soleil ne sort pas, vous avez froid. Et dès que le soleil sort d'un nuage ou au-dessus de la montagne et que vous êtes éclairé par les photons issus du soleil, vous avez immédiatement une sensation de chaleur qui vient du fait que voilà, des ondes électromagnétiques se propagent à partir du soleil à la vitesse de la lumière, traversent l'espace pour venir être absorbées par votre peau qui ressent du coup cette gain d'énergie qui se traduit par une augmentation locale de température. Vous avez ça aussi avec une simple résistance chauffante qui va rayonner. Et ici, vous avez un cliché sur une caméra infrarouge. Cette caméra infrarouge donne une image avec une échelle colorée. Avec, on a l'habitude en tout cas d'avoir le rouge représente des corps chauds et le bleu représente des corps plutôt froids. On verra si c'est vraiment le cas, si c'est aussi simple que ça, si sur la caméra infrarouge, ce qui est indiqué comme haute température, est bien de la haute température ou si c'est légèrement plus compliqué que ça. Alors une onde électromagnétique, c'est un champ électrique qui vibre et un champ magnétique aussi qui vibre et qui se propage dans une direction donnée par le vecteur d'onde K. Ce champ électrique va vibrer tout en se propageant et décrit dans l'espace une onde et on peut donc chercher la période spatiale qui est appelée longueur d'onde et qui est la longueur au bout duquel le signal va se répéter identique à lui-même. Il y a des ondes qui ont des petites longueurs d'onde comme les rayons X, rayons gamma, des petites longueurs d'onde, et des ondes beaucoup plus grandes, de centaines de mètres, voire des kilomètres. Tout le spectre électromagnétique ici est, comment dire, on a toute une gamme de longueurs d'onde sur le spectre électromagnétique, avec la partie que l'on connaît bien sur le visible, entre 400 et 800 nanomètres, et en dessous et au-dessus du visible, l'infrarouge et l'ultraviolet. Alors ça, on connaît déjà, le lien avec la fréquence. Donc lambda, c'est C fois T, T étant la période de l'oscillation, de la variation. Et T est égal à l'inverse de la fréquence, ce qui fait qu'on a lambda égale C sur F, ou encore lambda égale C sur nu, si on utilise nu comme la fréquence optique, ou la fréquence électromagnétique. La partie du rayonnement thermique qui nous intéresse, la partie du spectre, est la partie comprise entre 0,1 micromètres et 100 micromètres, avec le visible entouré de l'infrarouge, proche et lointain, et de l'ultraviolet. L'origine du rayonnement tient sa source au niveau microscopique de la matière, et on a besoin de la théorie quantique pour justement quantifier les échanges d'énergie, qui, d'après Planck, se font par quanta d'énergie. Et l'énergie ici évacuée par un photon vaut H, la constante de Planck, nu, la fréquence de l'onde qui est émise. Alors il y a toute une dualité entre les ondes qui oscillent à la fréquence nu, et longueur d'onde lambda, et les corpuscules qui ont une énergie, chaque corpuscule, chaque photon. Voilà. Donc on a dans la matière des niveaux d'énergie, et lorsque un électron passe d'un niveau d'énergie à un autre niveau d'énergie, il peut y avoir libération d'un photon. Donc la matière est excitée et vibre, il peut y avoir des niveaux aussi sur du réseau cristallin, des niveaux de vibration. Et lorsque la matière donc peut perdre de l'énergie par l'émission d'un photon. Inversement, la réception d'un photon peut être absorbée et va contribuer à augmenter l'énergie, et l'énergie est liée à la température.
Alors pour les spectres d'origine thermique, on a des spectres qui sont continus, comme le Soleil émet un spectre continu, comme on voit à travers un arc-en-ciel. Et il y a des spectres discontinus, comme une lampe à mercure excitée par une décharge électrique qui va émettre des raies qui correspondent à des niveaux bien particuliers de transition électronique. Alors, du rayonnement de corpuscules, on voit donc les ondes électromagnétiques se comportent tantôt comme une onde, tantôt comme des corpuscules. On le voit à travers l'expérience des interférences. Lorsque vous avez des interférences entre deux ondes, vous avez des crêtes qui se renforcent et des creux qui se renforcent pour donner au final une figure d'interférence ici. On retrouve dans les ondes mécaniques, mais qu'on retrouve aussi au niveau optique. Alors ce qui se passe, s'il y a très peu de photons, on a l'impression qu'ils vont se répartir de manière aléatoire. Mais s'il y a de plus en plus de photons, la probabilité de présence de les trouver à tel endroit est plus grande que de les trouver à tel autre endroit, ce qui fait qu'au fur et à mesure, ça dessine la figure d'interférence. Donc c'était une petite aparté culturelle. Ce qui m'intéresse, c'est le principe du rayonnement thermique, donc le transfert thermique, comment il se fait? Il se fait par agitation thermique d'une surface et émission d'un rayonnement, qui va être absorbé par une autre surface, ce qui va contribuer à augmenter l'énergie thermique de la surface et augmenter la température. Du fait de cette température, il y a aussi la réciproque qui est vraie, il y a une onde qui est émise de l'autre côté, qui va être absorbée, etc. Alors bien sûr, si T1 est supérieur à T2, par exemple, on aura plus d'ondes émises du côté de T1 que T2, même s'il faut aussi considérer que ça dépend aussi on verra plus tard, mais je lâche le mot, de l'émissivité de la matière. Il y a des matériaux en surface qui ont des propriétés qui font qu'ils émettent plus facilement. Alors, donc c'est un mode de transfert thermique qui se fait via des ondes électromagnétiques qui transportent de l'énergie. Et les surfaces matérielles vont échanger l'énergie en émettant et en absorbant ces ondes électromagnétiques. Pas de besoin de support matériel, propagation dans le vide ou dans les milieux transparents, et la vitesse de la lumière étant très grande, on considère que c'est un transfert qui est quasi instantané. Alors, si vous chauffez un fer, le fer, ici vous le mettez dans le feu, il va chauffer, il va devenir rouge. Et rouge, c'est la partie du spectre qui se situe vers les grandes longueurs d'onde, 800 nanomètres. Plus grande en tout cas que le bleu, violet, 400 nanomètres. Lorsque vous le chauffez encore plus, il va émettre du blanc, il va être chauffé à blanc. Chauffé à blanc parce qu'il va émettre toutes les gammes de longueurs d'onde. Donc au départ, il émet plutôt du rouge, et après, il va émettre les autres longueurs d'onde. Ce qui veut dire que pour une température élevée, l'énergie sera élevée, et vous aurez des longueurs d'onde plutôt petites, visibles, infrarouges, UV. Alors que si la température est peu élevée, l'énergie sera peu élevée, et comme lambda est au dénominateur ici, on aura des grandes longueurs d'onde. Donc on va retenir température élevée, petite longueur d'onde, température faible, grande longueur d'onde. On remarque avec le Soleil qui a une température de surface qui est chaude, mais pas si chaude, 5800 Kelvin. Il a un max d'émission à 500 nanomètres, donc c'est le lambda max, lambda correspondant au maximum d'intensité, qui est donc vers le jaune. Par contre, un être humain qui a une température corporelle de 310 Kelvin environ émet un lambda max de 10 micromètres, donc c'est l'infrarouge lointain. Entre les deux, votre lampe à incandescence qui tend à disparaître a une max d'émission autour de 0,8 micromètres. Alors, la plage d'émission, elle est comprise entre 0,5 lambda m et 5 lambda m, ce qui fait une plage d'émission pour le Soleil entre 250 nanomètres et 2,5 micromètres, et une plage disjointe ici pour l'être humain qui reprend à 5 et 50 micromètres. Alors, la plage disjointe, si on considère 96% d'énergie rayonnée, mais si on envisage les 4%, et ça va bien sûr se toucher ici. Mais on peut scinder les problèmes parfois en disant, allez, petite longueur d'onde, j'ai ça, grande longueur d'onde, j'ai ça, et on ne va pas avoir le même comportement d'ailleurs de certains matériaux. Petit rappel sur les flux, densité de flux émis, reçu, absorbé, on va voir les coefficients. Si on a une surface, la surface va émettre dans un demi-espace. On supposera que le rayonnement est isotrope.
le flux ici et qui est émis, il est aussi hémisphérique. Ça n'a rien à voir, émis, hémisphérique. Alors qu'ici, le flux émis est sphérique. C'est-à-dire qu'il va dans toutes les directions, comme s'il partait d'un point unique. Voilà, donc tantôt on va prendre cette géométrie-là, tantôt cette géométrie-là. Bien sûr, dans les cas plus complexes, il faudra peut-être scinder en plusieurs surfaces. Petit rappel de flux, la densité de flux en watts par mètre carré, c'est le flux divisé par la surface en mètres carrés. Si on a un laser de 5 milliwatts qui a un faisceau de 1 mm de diamètre, le faisceau ici aura, on va trouver une densité de flux. Alors j'ai effacé ce que j'ai mis en trop, ça sert absolument à rien. Donc plus la surface sur laquelle va être focalisé le laser est petite, plus vous aurez une densité importante à cause de la formule ici, petit phi égale grand phi sur S. Pour une ampoule, on considère une ampoule ici qui mesure 10 cm de diamètre et qui émet 200 watts. Ces 200 watts, ils sont émis de façon isotrope. Si je me place au niveau de l'ampoule ici, alors c'est très simplifié, hein, au niveau de la sphère de l'ampoule, on va avoir une surface qui vaut ce qu'elle vaut, et qui est relativement petite, ce qui fait que la densité de flux sera relativement grande. Si on calcule par contre la densité de flux à 2 mètres ici, on aura, en prenant une sphère de 2 mètres, on aura donc cette sphère-là qui sera beaucoup plus grande et on aura une densité de flux beaucoup plus petite. On dit que le flux se conserve et la densité de flux se dilue dans l'espace. C'est ce qui se passe avec le Soleil d'ailleurs. Pour un flux émis par une surface, les paramètres sont les suivants. Le flux émis va dépendre de la température, plus elle est importante, plus le flux émis sera important, de sa surface aussi, plus elle est grande et plus le flux sera important, mais aussi sa capacité à émettre et qui est l'émissivité. L'émissivité est le T epsilon, il n'a pas de dimension, et je déflore la suite ici par rapport à la conduction et la convection où on avait des relations linéaires en T ou en delta T. Ici on a un T puissance 4 qui fait que les relations qui incluent le rayonnement ne sont pas linéaires. Sigma est la constante de Stéphane et elle vaut 5,77 10-8. 5, 6, 7, 8, ça se retient assez facilement. Pour un corps noir, on verra ce qu'est un corps noir. Le flux, dans ce cas-là, epsilon est égal à 1 et le flux émis se simplifie comme ceci. On va le voir tout de suite dans la suite, en fait, dans un cours suivant. Le flux reçu par une surface, que devient-il? Alors ce flux, il arrive sur la surface. Ce flux, c'est un flux incident. On dit aussi reçu, donc c'est deux synonymes. Il arrive sur la surface et il donne naissance à un flux réfléchi et à un flux transmis. Alors ces deux flux-là, réfléchis et transmis, ne participent pas à l'interaction avec la matière. Par contre, il y a un flux rayonné, il y a un flux absorbé, pardon, ici, qui est vraiment interactif avec la matière, qui va contribuer aux échanges d'énergie. La densité de flux qui est reçue est aussi appelée l'éclairement, et c'est E, c'est-à-dire qu'on peut noter phi incident égale E fois S, dans les géométries simples avec lesquelles on traite. D'accord? Ici, j'ai une surface S. La densité de flux reçue, je l'appelle l'éclairement. On va définir les coefficients de réflexion, qui sont les flux divisés par le flux incident. Donc, phi R sur phi, phi T sur phi, et phi A sur phi. On définit ρ, tau et alpha. On les note parfois R, T et A. Et si on applique la conservation de l'énergie, à savoir que le flux incident égale à la somme des flux, quoi, flux absorbés, réfléchis et transmis, puis en divisant par phi, on obtient que 100% est égal à ρ plus tau plus alpha. Si le corps est opaque, on aura tau égale 0, et dans ce cas-là, on aura ρ égale 1 moins alpha, par exemple. Donc si on a une absorptivité de 20%, on aura une coefficient de réflexion de 80%. Alors en toute rigueur, cette relation est valable pour chaque lambda et peut être très différente d'un lambda à un autre. Pour les corps gris, les coefficients ne dépendent pas de la longueur d'onde. On peut avoir des corps gris par morceau, c'est-à-dire on peut avoir une vitre qui absorbe bien dans l'infrarouge et qui est totalement transparente dans le visible.
et on peut découper en morceaux en disant ça absorbe pas, comme des systèmes tout ou rien.